Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'une question d'actualité. Mais attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre. Jetons un œil au sujet du jour. La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont souvent eu des relations problématiques, Londres demandant à ce qu'on lui rende ses délégations de pouvoir et son argent et rejetant l'euro et une plus grande intégration. Le Royaume-Uni a obtenu des dérogations législatives, par exemple récemment pour quelques 130 lois sur la sécurité et la justice. Il bénéficie chaque année d'un rabais de plusieurs milliards d'euros sur sa contribution au budget de l'Union, négocié par Margaret Thatcher, alors Premier ministre, parce que le pays profitait peu des aides pour l'agriculture. Aujourd'hui, le chef du gouvernement David Cameron menace de mettre son veto à toute hausse du budget européen. Il réclame qu'il soit gelé et le Parlement britannique veut le réduire. Le Premier ministre soutient la tenue dans son pays d'un référendum sur l'Union, sous la pression des jusqu'au-boutistes de son parti qui réclament une sortie de l'UE. Est-ce nuisible à la 7e économie mondiale de chercher à prendre de la distance ou même de se séparer de son partenaire commercial le plus important ? À présent connecté dans The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Sir Graham Watson, eurodéputé britannique, président du Parti des libéraux démocrates et réformateurs, votre vice-premier ministre Nick Clegg a affirmé que ce serait catastrophique pour votre pays de retirer ses délégations de pouvoir à l'Union et que cela pourrait mener à sa sortie de l'UE. Depuis le Parlement également, Timothy Kirkhope, eurodéputé britannique conservateur. D'après vous, votre pays a raison de s'exclure de certaines législations européennes et de se concentrer sur des accords bilatéraux avec des États membres. Le secrétaire d'État au travail et aux retraites, le conservateur Ian Duncan Smith, assure que la Grande-Bretagne serait mieux en dehors de l'Union. Et depuis le studio d'Euronews à Bruxelles, Pierre Defraigne, directeur exécutif de la fondation Madariaga Collège d'Europe. Il a occupé plusieurs postes à la Commission européenne et reconnaît qu'il y a un manque de démocratie au sein de l'Union européenne. Première question pour vous tous, mais d'abord pour Graham. Parlons de la bataille autour du budget. Le secrétaire d'État aux finances britannique, Greg Clark, soutient que les attentes de l'Union en matière de budget sont à couper le souffle, selon ses termes. Êtes-vous du même avis ? Non, je ne suis pas sûr de savoir à qui il fait référence quand il parle de l'Union. La Commission a demandé une augmentation très modeste sur 7 ans. Le Parlement européen veut aller plus loin et il est quasiment certain que le Conseil européen voudra limiter le budget. Peut-être qu'il fait allusion au Parlement européen qui réclame que le budget de l'année prochaine augmente de 6,8% et soit porté à 137 milliards d'euros. Il y a de quoi avoir le souffle coupé. Ça montre que les parlementaires européens perdent de vue les populations qu'ils représentent. Nous devons tous vivre selon nos moyens. Tous les gouvernements nationaux le font et je ne vois pas pourquoi l'Europe ne pourra pas faire la même chose. C'est incompréhensible pour les citoyens. Ok, je vois que Graham hoche la tête, mais peut-être que nous pouvons nous tourner vers Pierre. Avez-vous, vous aussi, le souffle coupé ? Eh bien, je pense que le budget est un formidable instrument en vue de contribuer à la cohésion du marché unique, parce qu'il encourage les économies en retard à rattraper les autres, et elles ont besoin de cet effort de solidarité dans le contexte actuel de la crise européenne. En fait, c'est ma question suivante. Le budget européen atteint en gros 1000 milliards d'euros sur 7 ans, mais il ne représente qu'environ 1% du PIB de l'Union. L'UE ne devrait-elle pas acquérir une puissance économique plus forte en augmentant ses finances pour lutter contre cette crise, Graham ? Je vous donnerai un argument qui va dans ce sens. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'augmenter le budget de manière radicale, mais on peut gagner beaucoup à mettre en commun nos ressources dans l'idée de faire des économies. Timothy, comment voyez-vous les choses ? Eh bien, il y a cette idée qu'en réalité, seul l'argent fait la différence. D'après moi, ce sont les politiques, les réformes qui font la différence. On veut que l'Union réduise ses moyens et soit plus concentrée. C'est de cette façon que l'on remettra nos économies sur leurs rails et pas en finançant davantage l'Europe. Pierre, la Grande-Bretagne et d'autres gouvernements ont taillé radicalement dans leurs dépenses pour réduire leur déficit. Comment pourraient-ils expliquer à leurs contribuables que dans le même temps, le budget de l'Union augmente ?
Parce qu'il s'agit d'un budget pour la croissance, la compétitivité, la véritable solidarité entre les pays européens. Mais ces gouvernements pourraient dire la même chose, qu'ils ne font pas de coupes, que leur budget reste élevé pour encourager leurs économies, et tant pis pour la limite des 3%. Ce qui est décisif de ce point de vue, c'est la synergie entre les pays et non le fait que chaque pays travaille chacun pour soi. Ok, parlons de l'éventualité d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Cela fait débat, ou d'une prise de distance vis-à-vis de l'UE. Le vice-premier ministre Nick Clegg s'est interrogé récemment. Quel genre de club donne une carte de membre avec tous les avantages sans demander de payer tous les frais d'adhésion? Cet argument est-il valable pour les Britanniques? Qu'en pensez-vous, Graham? Je pense que son argument est valable. L'idée que l'on puisse choisir les domaines de la coopération européenne auxquels on participe est un non-sens. On n'accorderait pas aux autres pays des dérogations, par exemple, en matière de réglementation environnementale ou sur certains aspects du marché unique, et ils ne nous permettraient pas de le faire. Timothy, vous qui êtes partenaire au sein de la même coalition, qu'en dites-vous? Dans mon parti, que ce soit ses dirigeants ou moi, on ne veut certainement pas sortir de l'Union, mais on veut changer les choses. Pierre, n'est-ce pas préférable pour le Royaume-Uni de rester dans l'Union et de conserver une certaine crédibilité? Les pays dont les relations avec l'UE sont plus distantes n'influencent pas la législation européenne alors qu'ils doivent la respecter. Est-ce vraiment ce que veut la Grande-Bretagne? Il est évident que la Grande-Bretagne doit rester dans l'Union, être plus proactive et assumer ses responsabilités pour l'élargissement qu'elle a soutenu depuis 3 décennies. Graham, pensez-vous que le Royaume-Uni devrait totalement et fermement rester dans l'Union et être une force réformiste en son sein? Oui, on devrait totalement et fermement rester dans l'Union. Je ne suis pas contre le fait de participer à de nouveaux domaines de coopération, mais l'UE a besoin de réformes dans de nombreux domaines et au fil des ans, le Royaume-Uni a réussi de manière remarquable à faire pression pour réformer. Alors continuons. Timothy, si vous continuez de bénéficier de dérogations dans certains domaines, n'allez-vous pas perdre en influence dans l'Union? On était forcé d'avoir des dérogations en matière de justice et de politique intérieure. J'ai bien peur que l'on ne puisse pas faire autrement en 2014. Mais on va quand même continuer à prendre part à l'effort de coopération en vue de renégocier certains domaines et à travailler avec nos collègues européens pour lutter contre le crime et faire toutes ces choses qui intéressent le citoyen moyen. Parlons rapidement du référendum dont tout le monde parle en Grande-Bretagne. Que se passera-t-il si les électeurs anglais décident de quitter l'Union et que le Pays de Galles décide de rester? C'est un risque, Pierre? Eh bien, c'est un problème pour la Grande-Bretagne, bien entendu. Il est certain que les Anglais semblent être devenus plus nationalistes et repliés sur eux-mêmes. Ce n'est pas le cas des Écossais ou des Gallois. Et je pense que les tensions au Royaume-Uni s'aggraveraient si le Premier ministre faisait un pas vers notre sortie de l'Union. Timothy, pensez-vous que le gouvernement britannique va se lancer dans l'organisation d'un référendum aussi risqué? Le Premier ministre n'a nullement l'intention de nous faire sortir de l'Union, mais il est possible que nous interrogions les électeurs de notre pays pour savoir s'ils apprécient cette relation, s'ils veulent davantage de réformes et sur quelle base ils veulent rester dans l'Union. Ce sont les questions qu'on peut vouloir leur poser à la longue. Dernière question, l'eurodéputé Daniel Cohn-Bendit fait partie de ceux qui disent que la Grande-Bretagne pourrait avoir à choisir entre rester membre de l'Union ou devenir le 51e État des États-Unis. Pierre? Ce risque existe, bien sûr, mais il en existe un autre, c'est que les autres États membres commencent à en avoir assez de l'opposition constante des Britanniques. Ça vous fait rire, Timothy. Quel est votre point de vue? Eh bien, je pense que je ne vais pas suivre les conseils de Daniel Cohn-Bendit. Lui et ses provocations. On veut avoir de bonnes relations transatlantiques et de bonnes relations avec nos collègues européens. C'est une combinaison idéale. Graham, le dernier mot vous revient. Daniel Cohn-Bendit est toujours amusant, provocateur, mais malheureusement pour lui, ses prises de position suscitent en général peu d'approbation. Ok, mais il n'est pas le seul à dire que le Royaume-Uni pourrait devenir le 51e État américain. Il n'est pas le seul, mais il exagère, et comme dit l'expression, qui trop embrasse mal étreint. Je suis d'accord. Désolé de terminer cette édition ainsi, mais le temps nous est compté. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Sir Graham Watson, Timothy Kirkhope et Pierre Dufresne. C'était Chris Burns. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.